il faut que je vous parle de ce qu'il se passe à Bourges. Parce que ça bouge pas mal là-bas depuis quelques temps. Dans la ville, il y a un club qui s'appelle le CFC 160, à qui j'avais rendu visite en 2018, quelques mois après sa création, qui a bien grandi depuis puisqu'il vient d'organiser la 2e édition d'un salon avec lequel il va falloir manifestement désormais compter. Mais ce club a d'autres projets comme la création d'une salle d'exposition permanente qui va regrouper des collections de maquettes de trains bien sûr, mais aussi d'avions, de bateaux ou encore de véhicules routiers, ainsi qu'un point de vente qui fait défaut depuis que les propriétaires des 2 magasins de modélisme qui existaient encore ont pris leur retraite. L'ensemble ouvrira dans le centre-ville en septembre 2025. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le projet de création d'une fédération, dont l'objet serait de porter le développement d'une filière professionnelle européenne rassemblant des constructeurs de modèles réduits ferroviaires qui a été lancé la veille de l'ouverture du salon. On voit tout ça dans ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans e-Village. Il y a tellement de choses à vous raconter à propos de ce 2e salon international du modélisme ferroviaire de Bourges que je vais le faire en 2 épisodes. Dans le second, je vous parlerai des réseaux qui y étaient présentés. Mais dans celui-ci, je vais prendre le temps de m'arrêter sur les stands de quelques-uns des artisans qui représentent le mieux, de mon point de vue du moins, l'état d'esprit de l'écosystème qui pourrait bien être à Bourges. Un premier mot-clé, jeunesse. C'est bien connu, la valeur n'attend pas le nombre des années. Un exemple, soutenu par ses parents parce que l'on ne peut pas créer d'entreprise avant d'avoir 18 ans révolus, Loïc Bellec est un entrepreneur étudiant. Inscrit dans une école d'ingénieur, il a créé il y a maintenant 3 ans MSF Productions. À Bourges, il participait à son tout premier salon en tant qu'exposant. Alors moi je suis passionné de train depuis vraiment tout petit. C'est mon grand-père qui m'a transmis la passion. Et donc au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à bricoler de plus en plus le modélisme. À mes 12 ans, j'ai eu ma première imprimante 3D. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à bricoler mes premiers trains miniatures, mes accessoires, etc. Donc on peut voir toute la gamme d'accessoires, ça vient de là. Et puis quand j'ai eu 15 ans, j'ai été confronté à une problématique, c'est que je voulais éclairer mes voitures de voyageurs. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de solution clé en main pour le faire facilement et surtout pour que ça soit accessible à tous en fait. Et c'est là où du coup j'ai commencé à bricoler l'électronique, donc tout ce qui est des cartes électroniques, là, ce qu'on appelle des PCB, dans le langage plus professionnel. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal de faire des trucs adaptés vraiment au modèle réduit pour avoir un éclairage parfait. Et toi, il faut dire quand même que tu pars pas de rien, tu es quand même en école d'ingénieur, donc tu as quand même un bagage technique. Alors oui, je suis en école d'ingénieur, je suis à l'ENSGSI de Nancy. C'est une école d'ingénieurs très petite, environ 350 personnes donc dans le centre-ville de Nancy. Et donc, avec ça, je peux faire de la conception mécanique, etc. Mais j'ai quand même été 100% autodidacte sur tout ce qui est conception de cartes électroniques, ouais, impression 3D. Et c'est que maintenant que je commence à maîtriser, à travailler ça avec l'école. Donc, j'ai quand même appris 100% tout seul tout ce qui est conception 3D, etc. Le premier modèle que j'ai sorti, c'était pour les VTU LS Model, ouais, vu que je l'ai trouvé magnifique. Et j'ai été confronté en fait à cette question. C'est qu'LS Model avait fait des néons en injection plastique. Et en fait, il n'y avait pas rien pour les allumer. Et je trouvais ça vraiment dommage. Donc c'est pour ça que j'ai créé une réglette qui s'allume vraiment en face des néons, de façon à avoir quelque chose de réaliste. Et quand on les pose sur les rails, on voit vraiment les néons ici, ouais, qui sont éclairés, pour avoir un éclairage le plus réaliste possible par rapport au modèle. Si j'ai bien compris, ton entreprise, c'est parti de ça, de ces réglettes, ouais, mais aujourd'hui, tu t'es diversifié, il y a d'autres choses aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais dans... Alors, la gamme de réglettes d'éclairage, elle s'est développée. Ouais. J'ai essayé aussi, en parallèle, à développer une gamme d'impression 3D. Ouais. Donc, plein de trucs pour le modéliste lambda qui veut, par exemple, je sais pas, aménager sa gare ou, par exemple, rajouter des personnages sur ces petits dioramas. Et carrément peut-être faire des petites animations comme ici, là, le module clignotant, qui permet d'avoir des passages piétons. Ça, c'est ce qu'on appelle des TVP. C'est en gros des petits panneaux afficheurs qui disent stop aux piétons quand un train passe. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été produit au précédent. Et donc ensuite, j'ai développé toute une gamme de matériel roulant. Parce que depuis tout petit, moi, ce que je veux, c'est fabriquer des trains, des vrais trains, ouais, pas juste des réglettes d'éclairage ou des petits accessoires en impression 3D. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion
de m'associer avec l'entreprise Tecora qui fait des décorations et des peintures pour sortir le premier modèle qui était les porte-coils donc SH MMNS que j'ai juste ici. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on a sorti. Et donc, c'est des porte-coils récents qui ont été construits dans les alentours des années 2015. L'idée, en fait, c'était d'avoir un complément entre impression 3D et pièces en photo découpée, donc en laiton. Ouais. Donc toute la structure est en impression 3D. Et derrière, on va y ajouter différentes pièces de détail en laiton pour justement ajouter de la solidité et de la finesse, comme par exemple les marchepieds que vous voyez juste ici, ou aussi les mains montoirs, là, les petits encadrements de crochets de levage, etc. Et donc ça a été le premier modèle, un grand succès. Et ensuite, on allait se mettre sur le créneau des wagons porte-coils S32, donc c'est des wagons un peu plus anciens. Et cette fois-ci, du coup, avec une structure complètement différente, vu qu'on a étudié de la manière de mettre des barres en laiton à l'intérieur, afin d'avoir une structure vraiment métallique pour avoir une meilleure tenue dans le temps par rapport à la structure du wagon. C'est-à-dire que sur les porte-coils récents, la structure fait que, là, ici, le petit renfort en bas ne pose pas de problème dans le temps. Pareil pour les Ross. Et donc d'ailleurs, en parlant des Ross, c'est le dernier projet qui va pas tarder à sortir, d'ici environ 2 mois. Là, on a un prototype, donc des wagons Ross 54-6, donc un wagon porte-grume qui permet de transporter du bois dans toute la France. Hein, c'est un wagon qu'on retrouve de partout. Et donc avec beaucoup plus travaillé que les autres wagons, avec beaucoup plus de pièces de détail. Là, on voit, alors pas de ce côté-là, ici, toutes les pièces en photo découpe laiton qui permettent vraiment d'avoir un maximum de détails. Et un beau châssis, évidemment. C'était le but, c'est vraiment d'ajouter cette finesse dans le wagon, tout en combinant du coup différents matériaux. Et surtout le grand point de ces wagons, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls à le faire en France. On fabrique des trains en France et on est les derniers à le faire aujourd'hui, depuis la fermeture de Joëf Champagnole, du coup, il y a environ 20 ans. J'allais te demander quel est l'intérêt de l'impression 3D par rapport à ça. C'est justement que ça rend plus accessible, parce qu'avant, il fallait faire des moules et c'était des investissements assez considérables. Donc là, il y a forcément des investissements quand même, mais ils sont peut-être un peu plus accessibles. Et c'est ça qui permet de te lancer dans la construction de matériel roulant. Exactement. Le matériel roulant en injection plastique, il nécessite déjà de longues études de marché pour savoir si c'est rentable ou pas de sortir tel ou tel modèle. Alors pour faire une BB 22000, je pense que c'est facile de savoir si c'est rentable ou pas. Mais quand maintenant on va se mettre sur des créneaux un peu plus précis pour des modèles vraiment plus comme le PLM ou etc. Là, c'est difficile de faire des études de marché et d'être sûr que le modèle va être produit à telle quantité d'exemplaires. Pour l'injection plastique, je crois que le ticket d'entrée, c'est environ 1000 exemplaires. Là, nous, le ticket d'entrée, c'est plutôt 100 exemplaires. Donc, du coup, ça nous permet de se positionner sur des marchés de niche, dans le marché de niche, comme par exemple ces wagons-là qui peut-être n'auraient pas pu être faisables en injection plastique. Et aussi, ça permet des procédés différents dans le sens où, en injection plastique, il aurait peut-être fallu faire différentes pièces. Nous, on peut l'imprimer en une seule pièce. Donc, ça facilite aussi grandement les opérations de logistique par la suite et d'assemblage pour la suite de la fabrication des modèles. Et donc, du coup, la décoration ensuite est faite à l'aide de décalcomanie. Donc, chaque petit numéro, petit marquage est posé à la main dans nos ateliers. Donc évidemment, c'est compliqué d'être compétitif avec de l'injection plastique, mais on y arrive quand même vu qu'aujourd'hui, nos coffrets sont proposés à partir de 159 € les 2 wagons. Donc ce qui reste quand même vachement correct par rapport à des prix en injection plastique. Et donc tu as d'autres projets là pour continuer à élargir ta gamme, ou est-ce que tu vas développer au contraire la vente de ce qui existe déjà? Comment est-ce que tu vois un peu les choses pour le futur de l'entreprise? Les projets wagons, du coup, c'est en cours de développement. L'idée, c'est vraiment d'être vraiment stable entre les porte-coils et les wagons Ross. Évidemment, il y a plein d'autres projets, mais ça sera pour plus tard. Et je les annoncerai, je pense, au cours de l'année. Mais les wagons, ça va continuer. On a des très belles idées, on a des très belles personnes qui nous donnent de très bonnes idées. Et on a le fameux projet Z6400. Donc là, qui est un projet vachement plus complet, avec une automotrice de banlieue parisienne qui roulait principalement sur la banlieue de Saint-Lazare. Et donc là, c'est un projet beaucoup plus complet, avec la possibilité d'avoir des fonctions digitales dessus, un éclairage, des feux, des éclairages cabines, un maximum de détails. Mais forcément, ça prend plus de temps à concevoir qu'un wagon, vu que là, il y a toute une motorisation à gérer, tout plein de fonctions, tout plein de cartes électroniques à l'intérieur. L'idée, c'est de faire vraiment un modèle intelligent avec une carte électronique de base, une carte électronique au-dessus pour éclairer, une autre carte électronique pour les feux, une carte électronique pour l'éclairage cabine. Bref, quelque chose de vraiment fin et détaillé. Et pareil, sur la finition, l'idée, c'est d'être au standard actuel, donc avec de très belles finitions, un très bel intérieur aussi, on pourra le voir, je vais le poser sur la voie par exemple. Donc là, on a la Z6400 avec ses différentes fonctions. Par exemple, l'éclairage cabine qui est en fonction 3 ou 4.
Ouais, 4. Donc on peut l'allumer comme ça. Les feux rouges qu'on peut allumer séparément, par exemple, pour faire des unités multiples. Et puis derrière, l'éclairage intérieur qui laissera découvrir du coup le magnifique intérieur qu'on souhaite vraiment développer. Là, derrière, c'est qu'un prototype, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces qui ne seront pas définitives. Je pense notamment aux vitrages qui sont pour l'instant moyens. L'idée, c'est justement d'arriver à faire quelque chose de parfait. Mais ça, c'est encore en cours de développement et c'est aussi pour ça que la sortie des Z6400 est retardée. Donc là, c'est la grande nouveauté du salon. Qui a été terminé d'ailleurs la semaine dernière. C'est toute une gamme de signalisation lumineuse donc moderne avec des cibles polyester. Au total, on a 18 références sur mât lourd ou mât léger. Donc vous pouvez les voir juste ici, mât léger et là mât lourd. Et donc avec 9 types de cibles différents. Donc ça va du carré violet au gros sémaphore. Et donc c'est la grande nouveauté 2025. Derrière, on souhaite le développer. Donc en intégrant soit de nouvelles cibles, donc je pense notamment au disque rouge, mais aussi à tout ce qui est potence, donc les potences modernes et les potences anciennes. Et ça sera peut-être quelque chose qui sera disponible pour Chambéry. Donc on verra bien. Ça dépendra du temps aussi que j'arrive à y consacrer. Oui, parce que mine de rien, Loïc a aussi ses études à mener à bien. Deuxième mot-clé, innovation. Elle passe entre autres choses par l'exploration d'échelles plus rarement pratiquées, mais qui n'en intéresse pas moins des constructeurs qui, à l'heure où le manque de place est un argument qui est régulièrement avancé comme un obstacle à la pratique du modélisme ferroviaire, entendent bien proposer des solutions. C'est notamment le cas de Hasard Model qui se présente comme le fabricant industriel français de trains miniatures à l'échelle Z. Je l'avais lui aussi rencontré lors de sa toute première exposition, c'était à Rail Expo il y a 3 ans. Depuis, l'entreprise a fait son chemin. Ça s'est bien développé avec pas mal de nouveaux modèles, un coffret de départ qui a été lancé en fin d'année dernière. Donc ça a permis aussi de conquérir entre guillemets des nouveaux adeptes du Z, quoi, avec des gens puissent y goûter et développer un petit réseau. Donc ouais, Hasard Model se développe et ça évolue. Le pari marche, c'est-à-dire que les gens se mettent au Z véritablement. Il y a des gens qui prennent ce coffret de départ et qui commencent à développer des réseaux et qui découvrent l'échelle Z grâce à ça. Exactement, ouais, tout à fait, ça se développe en partie grâce à ça, avec aussi la gamme qui s'est développée, donc ça permet aussi d'avoir plusieurs modèles, pas mal de modèles différents et de donner encore plus envie. Mais c'est exactement ça, ouais, le coffret de départ, ça a permis d'avoir pas mal de gens qui s'y mettent et qui du coup y goûtent et font évoluer. Donc c'est un coffret analogique, après on peut aller vers du digital, parce qu'on propose aussi du digital. Et puis voilà, agrandir le réseau aussi avec de nouveaux rails, enfin, le schéma un peu classique. Que ce soit des personnes qui reviennent au modélisme, ça peut être aussi des nouveaux, voilà, des gens qui ont fait du modélisme étant jeunes et qui s'y remettent à un moment de leur vie. Des personnes plus jeunes aussi qui sont tentées par le modélisme ferroviaire ou des personnes qui font déjà du modélisme sur d'autres échelles, souvent plus grandes, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus petits. Mais pour des questions de place, pour des questions aussi ils font du HO dans un club, ils n'ont pas de réseau et à la maison, avec une petite place, ça permet quand même de se faire un petit réseau et de s'amuser avec des trains, quoi. Et alors, dans le catalogue, qu'est-ce qu'on a comme matériel roulant maintenant? Alors, on a principalement des diesels, ouais. Des BB 67400, toutes livrées confondues. On a des CC 72000 qui sont sortis fin d'année dernière. Et dans les nouveautés qui vont arriver, donc qui ont été lancées l'année dernière et qui vont arriver là cette année, on a une grosse nouveauté qui est le TGV Sud-Est, voilà, qui avait été en partie financé par une campagne Ulule, une campagne de crowdfunding. Donc il y a ça, il y a la CC 6500 que j'avais annoncée il y a quelques temps et qui va enfin arriver aussi cette année. Et après, dans les nouveautés qui ont été annoncées sur 2025, il y a un autorail. Ça fait longtemps qu'on me demandait un autorail, qui est le Picasso, le plus emblématique, qui semblait évident comme premier modèle. Et donc ça, c'est en cours de développement et ça sera peut-être pas pour la fin d'année, mais en tout cas le début d'année prochaine. Donc lui, il n'est pas encore visible? Non. Par contre, le TGV, on en a un aperçu? Le TGV, oui, tout à fait. Ouais, il y a un premier prototype donc, qui est sorti des moules. Des moules d'injection plastique donc, qui a été réalisé là, pour ce salon. Les versions décorées, qui est l'étape suivante dans le développement du modèle. Donc la version décorée va arriver d'ici quelques semaines. Et la production pour cet automne, fin d'été, début d'automne. Donc chez les modélistes qui l'ont commandé sous le sapin de Noël ou un peu plus tard? Bah ouais, c'est ça, c'est l'objectif. C'est de viser quand même la fin d'année. C'est qu'il soit avant disponible quelques semaines au minimum avant Noël, à la fois pour ceux qui l'ont déjà précommandé via notamment Ulule,
Et puis pour les autres aussi, qui puissent se faire plaisir pour Noël. Ouais. Autre manière innovante de se lancer dans le modélisme ferroviaire, mais à l'échelle N cette fois-ci, ce concept de tout petit module que la marque japonaise Kato aimerait populariser chez nous, et plus largement en Europe, dont le salon de Bourges a eu la primeur pour l'Hexagone. Donc ici, pour la première fois en France, ce sont des tout petits modules que chacun peut créer avec son décor comme il veut. Alors l'avantage, c'est que ça ne prend pas trop de place. L'idéal, c'est que éventuellement un club, chaque membre en fasse un, et alors on s'assemble et on fait tout un grand réseau. Et alors c'est bien parce que c'est une boiserie, c'est le rail qui est présent et on décore comme on veut, été, hiver, sable, désert. Voilà. Tu peux nous en montrer un de près pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Donc ça, c'est le kit. Donc c'est une boiserie qui s'emboîte l'un dans l'autre. C'est de la découpe laser au niveau bois. Et alors un rail soit en ligne droite ou en courbe. Et alors c'est simplement un assemblage. Il n'y a pas besoin de colle, il n'y a rien besoin. C'est un assemblage qui est déjà prédécoupé. D'accord. Donc la personne qui l'achète, en fait, l'achète à plat et doit créer son petit module, mais je suppose que c'est pas très compliqué, C'est pas très long. C'est pas compliqué, je l'ai fait en 2 minutes. Voilà. Ouais. Ce qui prend plus de temps, c'est les décorations. C'est ça, voilà. Le but, c'est de passer du temps sur la décoration, inventer ce qu'on veut, comme vous pouvez voir là sur Et on a des rails courbes, des rails droits. Il y a une rail droite et une rail courbe. D'accord. Et à partir de là, on module comme on veut. On fait ce qu'on veut et ça donne ce genre de choses qu'on voit ici. Après, c'est l'inspiration de chaque modéliste qui peut se créer un petit univers. Voilà. Et comment ça se passe ici en France? Tu as des retours déjà de clubs ou de particuliers? Pas encore, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on présente ça ici au salon. Et donc, j'ai présenté ça ici à l'importatrice française. Et on va commencer à distribuer ça dans les clubs et à faire savoir, faire connaître ce petit modèle. Voilà, que ça existe. Pour avoir une petite idée, ça représente quoi comme investissement? C'est 15 €. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas hors de portée. C'est pas hors de portée. C'est pas. Et on serait presque tenté de se dire, puisque nous, on a un peu plus de place qu'au Japon, on peut peut-être tout de suite commencer à en faire 10 ou je sais pas, faire des tirets. Le souci, c'est que je pense qu'il faut déjà 8 courbes pour faire un cercle. Oui. Donc il faut décorer 8 décors différents. Oui. Donc il y a un peu de travail. C'est pour ça que c'est bien de faire ça en club, de faire ça avec plusieurs membres. Comme ça, il y a des idées différentes qui se créent, et voilà. Oui, il y a vraiment cet esprit collaboratif, en plus aussi de faire quelque chose. Alors, c'est très développé au Japon. Ils en font des concours régulièrement. Et en Angleterre aussi, énormément. Moi, j'ai lancé le projet à Stuttgart, en Allemagne. Ça a fait un tabac. Ils adorent. Ils ont envie de le faire. J'espère que ça sera la même chose en France. Troisième échelle par laquelle l'innovation se faufile dans l'univers du modélisme ferroviaire, le TT. C'est sans doute la moins connue de toutes, de par chez nous. En revanche, elle est très pratiquée dans les pays les plus à l'est de l'Europe. En termes de taille, elle se situe entre l'échelle reine, qui est le HO, et sa dauphine, le N. Le TT, c'est du 1/120e. Je vous ai présenté dans l'aiguillage les 2 ou 3 réseaux auxquels ces diffusions se résument à peu près en France, mais le groupe Hornby F a décidé néanmoins de tenter le coup et de susciter une demande en proposant une offre plutôt destinée aux débutants, tout en ayant bien conscience que le chemin risque d'être long. La primeur de l'annonce de la sortie d'une gamme de matériel roulant français à l'échelle TT a été réservée, elle aussi, à l'exposition de Bourges. À Bourges, on a pris l'occasion pour présenter et lancer un challenge, car les TT pour la France est un challenge, et tester s'il y a la possibilité de faire de nouveaux produits pour le marché français. Et donc, on va présenter ces nouveautés qu'on a décidé de lancer, c'est-à-dire des produits comme la 18, un livret orange et jaune, qui ont déjà réalisé un HO pour JOF, et les autres qui sont avec la livret français, c'est-à-dire la classe 66 et la 77. Et la 66 et la 77 seront réalisées cette année pour Arnold TT, pour l'Allemande. Donc, on verra ces produits pour l'Allemande. Et puis, on va tester si est possible élargir ces niches même aussi pour la France. Dans les nouveautés, on ira aussi des wagons bombés et des wagons porte-conteneurs. Dans ces vitrines, on peut apprécier des nouveaux modèles pour les 2025 qui arriveront sur le marché français, je pense, pour juin-juillet de cette année, comme les wagons porte-conteneurs qui roulent en France aussi, mais conceptés pour l'Allemagne
surtout, et des wagons réfrigérés et des wagons oui, réfrigérés pour contenir aussi. Nous n'avons pas malheureusement des prototypes en ce moment pour les locaux ou pour les produits français, mais comme je dis, seulement un test, un challenge. Ouais. Je pense, nous pensons que l'ATT peut être une bonne chance pour les jeunes surtout qui vont approcher ces hobbies, car c'est un bon compromis entre la show et la chaîne. Donc, J'allais justement vous poser la question de pourquoi est-ce que vous avez envie de lancer sur le oui, marché français. c'est une... Parce que c'est vrai que sur le marché français, malheureusement, le TT, c'est un peu petit, unique. voilà, il n'y a pas grand monde. Et alors, c'est toujours le même problème, c'est tant qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'amateur, mais tant qu'il n'y a pas d'amateur, je comprends qu'un constructeur ne s'intéresse pas à Oui, nous ne voulons pas adresser les TT pour les ferrophiles de longtemps. Donc, il y a tous les matériels. Il est impossible, nous les savons qu'il est impossible de les changer, qu'il y a les matériels à chaud à devenir un passionné de TT, mais adressé aux amatoriels, aux jeunes qui vont approcher à ce hobby. Donc, pour vous, c'est une bonne échelle pour des débutants, en fait, pour pouvoir démarrer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, ça passera par des coffrets en TT qui permettraient de... Exactement. La challenge est puis élargir cette échelle en créant tous les matériels, c'est-à-dire des coffrets, des voitures, et aussi réaliser, si ce sera possible, des locaux réellement français, comme la CC72 ou des autres qui sont réellement français, car c'est la classe 66 ou les autres, oui, ils roulent en France, mais ne sont pas réellement français, ouais. Nous les savons, mais... Donc ça veut dire qu'au-delà des nouveautés que vous annoncez là tout de suite, en fait vous avez déjà toute une réflexion sur un ensemble de produits qui seront proposés. J'espère, car on a la pensée, mais on doit tester si effectivement il sera bien accepté par la marché. Vous avez un peu des contacts avec des gens qui pratiquent le TT déjà en France? Vous avez un peu testé un petit peu les choses pour savoir s'ils étaient prêts à... Oui, nous sommes en train de tester. On a contacté des clubs en France. On a des courses sur les TT avec qui ont des clubs. Et donc, on va voir si tout sera possible. Vous vous êtes donné combien de temps pour faire ce test? Vous vous dites l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on fait un bilan et on décide de continuer ou d'arrêter, ou est-ce que... Oui, je pense que pour les prochains salons, c'est-à-dire Chambéry, on sera là à Dreux. On peut dire quelques nouveautés, c'est-à-dire si on va continuer ou avoir des prototypes encore avec pour les produits français, oui, bien sûr. Est-ce que ces produits sortent à des tarifs différents de ce qu'on peut trouver déjà en N, en HO, justement pour favoriser les tarifs? Je ne peux pas dire encore les tarifs, mais il sera comme la gamme TT en ce moment, donc à un prix abordable. Nous ne vont pas augmenter ou faire des spéculations, on va chercher de tenir des prix abordables, car la TT a des prix, je crois. Et pour ce qui est du matériel moteur, ça sera de l'analogique et du numérique, l'un ou l'autre, ou est-ce que vous avez un... Oui, tous les deux. Vous allez sortir dans les... Oui. On tâchera de faire un point d'étape à Chambéry lors du salon Savoie Modélisme, l'autre poids lourd dans le catégorie des expositions de modélisme, mais multidisciplinaire. Celle-ci, elle se tiendra le premier week-end du mois de novembre. Mais il reste un mot-clé que je n'ai pas encore prononcé pour qualifier la philosophie du Salon de Bourges et de l'écosystème qui pourrait bien voir le jour là-bas, c'est international. On va, pour ce faire, s'arrêter un instant sur le stand de l'entreprise ASM pour rencontrer un artisan allemand dont les productions et les méthodes de travail sont tout à fait en accord avec cette vision. Je fabrique des modèles réduits de train aux échelles N principalement et HO. Où est-ce que vous êtes basé? Where do you come from? Je viens du nord de l'Allemagne, de la ville de Lunebourg, près d'Hambourg, donc c'est tout au nord de l'Allemagne. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser
au chemin de fer en modèle réduit et à en produire? Je suis un modéliste, donc j'ai aussi mon réseau à l'échelle N. Et un jour, je me suis posé la question de savoir pourquoi je ne pourrais pas reproduire tel ou tel train en modèle réduit. Alors, j'ai mené l'enquête pour savoir comment je pourrais le faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis lancé tout seul en m'intéressant à des modèles auxquels les grands fabricants ne s'intéressaient pas. Je suis donc dans une niche. Et qu'est-ce que vous présentez ici à Bourges? Je présente l'intégralité de ma gamme, des locomotives en HO, diesel, qui ont été produites pour la Norvège, des voitures voyageurs en HO qui circulent en Allemagne, et à l'échelle N, principalement des voitures voyageurs de République tchèque, d'Autriche et de Norvège. Jusqu'à maintenant, pas de matériel français, mais ça pourrait venir. Est-ce que vous pouvez nous montrer vos productions? Oui, je peux. Alors, voilà pour commencer une grosse locomotive diesel. L'originale a été construite pour la Norvège, mais ça n'a pas été un grand succès. Elle a dû revenir chez son constructeur en Allemagne pour être améliorée, transformée, après quoi elle a pu rouler en tête de train de voyageurs, mais ça a coûté très cher. Voici une voiture pilote qui circule dans le nord de l'Allemagne. Son intérieur et sa cabine sont éclairés. Elle est compatible avec l'alimentation numérique ou analogique. La suivante est à l'échelle N. C'est une série spéciale pour un magasin en Allemagne, MTA. C'est une voiture qui était intégrée dans des express autrichiens. Elle circulait aussi en Allemagne, en Suisse et dans une livrée différente en France, où elles étaient intégrées au train Eurocité Mozart. J'amènerai cette voiture qui desservait Paris-Est l'année prochaine. Et très très spéciale, une voiture voyageur norvégienne qui fait partie de toute une famille de voitures voyageurs norvégiennes qui ont été pour moi une expérience parce que pratiquement aucun modèle de voiture norvégienne n'existait à l'échelle N. Alors je les ai faites et ça a été un grand succès, tout a été vendu. C'est tout ce qu'il me reste. La locomotive à l'échelle N est un produit mixte. Elle a été fabriquée par Fleischmann. Je l'ai achetée nue, sans décoration. Sa livrée a été réalisée par une autre entreprise allemande. Et les chasse-neige que vous pouvez voir ici, et le nouveau châssis, ont été produits par ASM. Donc 3 entreprises ont travaillé sur ce modèle, avec succès. Et enfin, nous avons des voitures tchèques. Je vais vous montrer la voiture restaurant. C'est une voiture tchèque Eurocité qui circulait vers Hambourg, Gdansk, Varsovie et aussi en Autriche. Elle fait partie d'un coffret, ce qui fait que vous pouvez acheter un train complet. Et est-ce que les Français s'intéressent à ce matériel-là ou est-ce que c'est plutôt vendu à des Allemands, à des... Ce matériel-là en particulier, il est vendu en Allemagne, en République tchèque, bien sûr, en Autriche, mais aussi en France. Le matériel roulant HO est aussi vendu en France. Peut-être que dans le futur, je vais construire des modèles français d'ailleurs. Il y a quelques jolis trains à reproduire. Ils devraient très très bien se vendre en France. Vous pensez à des modèles en particulier? Yes, one could make the first class Eurofima car. Oui, je pense aux voitures de première classe Eurofima. Elles seraient tout à fait appropriées, faciles à reproduire. Et pourquoi pas, en termes de rame complète, le TE Iris qui allait à Bruxelles. Mais pour ça, il faudrait que je conçoive de nouvelles voitures. Alors ça risque de prendre un peu de temps. Alors la voiture de première classe devrait être la première à sortir. Une démarche qui pourrait intéresser le dirigeant de cette entreprise est celle initiée par Jean-Marie Giraudon, l'organisateur du salon, qui aimerait mettre sur pied une fédération européenne des fabricants et artisans du train miniature pour aider le secteur
à se structurer. En fait, l'objectif, effectivement, fédérer les acteurs, essayer de mutualiser un certain nombre de choses pour alléger les coûts structurels, puisqu'aujourd'hui, les charges globales sont quand même importantes. Créer un nouveau modèle, etc., ça coûte de l'argent aussi. Leur trouver des leviers économiques. Donc, il y a des dispositifs qui existent en France et en Europe pour ce faire. On se rend compte que les structures, qu'elles soient petites ou même un peu plus grandes, elles n'ont pas forcément la facilité pour aller faire des démarches auprès de ce qui est considéré, peut-être à juste titre, je ne commande pas ça, mais c'est le retour qu'on en a de l'administration tentaculaire. Donc, c'est pas toujours très simple de remplir des dossiers, d'aller les défendre, savoir exactement à qui s'adresser. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite apporter. Aussi les aspects juridiques, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est très concurrentiel, qui s'appuie beaucoup sur le droit. Pour une petite structure, c'est pas forcément évident non plus d'avoir les bons conseils. Donc nous, en tous les cas, la fédération peut aussi également servir à ça. On va constituer un bureau donc, suite à cette réunion ce lancement du vendredi. Apparemment, suffisamment d'interlocuteurs qui étaient présents sont intéressés, même pour rentrer au bureau. Parce que ce qui est important, il faut qu'on soit plusieurs à travailler, hein, bien évidemment. Et il ne faut pas qu'on ait que des gens qui viennent se servir, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il faut rester modeste et humble, mais j'ai bon espoir que la mayonnaise prenne. Et j'ai été très satisfait de voir aussi qu'on a vraiment eu des très petites entreprises en termes d'artisans, mais on a aussi des gros groupes là qui étaient présents. Donc ça veut dire qu'au moins, en tous les cas, ça a suscité un intérêt. Donc c'est à nous de continuer de travailler pour que ça se transforme en quelque chose de concret. En attendant, la semaine prochaine, ici même, la suite de ma visite de cette exposition. On s'arrêtera cette fois-ci plus longuement sur les réseaux. L'un d'entre eux était présent à Young Lister d'ailleurs, au Luxembourg. Une quinzaine de jours avant Bourges, c'est 16 Tons de Luc de Martelard. Vous pourrez le découvrir en avant-première dans cet autre reportage consacré à Modèle Train, une autre exposition internationale de modélisme ferroviaire tout aussi intéressante, mais dont l'esprit est assez différent de celui du Salon de Bourges.